Les bas et les airs, John Bondi Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec deux grands hommes et une grande femme. Et il y en a trois autres aussi qui vont arriver. Comment allez-vous, monsieur Farid? Moi, je vais très bien, alhamdoulilah. Ça va, tout va bien? Ça va, ça va. Tranquille. Merci. Monsieur Mamad, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Ça va? Ça va, Dieu merci. Tout est. Comment vas-tu? Ça va aussi. Ça va, tout va bien? Oui. Qu'on est réunis ici par rapport à un documentaire qui est toujours qui est visible aujourd'hui sur différentes plateformes, qui s'appelle Violence policière, le combat des familles. Vidéo, s'il te plaît. Vous reculez, monsieur. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Du jour au lendemain, un père de famille, 5 enfants, un travailleur, au pied de la tour Eiffel, qui se fait tuer par 4 policiers. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Si ça, c'est pas de la provoque, je l'aurais eu devant moi ce jour-là, j'aurais sauté au cou. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mon fils. C'est pas facile hein, d'enterrer son frère. On est légitime de demander la justice aujourd'hui. Tant qu'on l'aura pas, effectivement, on peut pas passer à autre chose, on peut pas tourner la page. Lutter contre l'État, c'est pas facile. On est des êtres humains, on a des sentiments. Si je pouvais dire quelque chose à mon papa aujourd'hui, c'est que je me battrais pour lui jusqu'au bout. Personne n'a un droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Pendant un an, Inès Belgazem a suivi 5 familles de personnes tuées dans le cadre d'interventions de la police. Son documentaire raconte leur combat pour obtenir vérité et justice. La réalisatrice du docu raconte la genèse dans la vidéo. Ce docu, Violence policière, combat des familles, est à voir en intégralité sur France TV / et sur d'autres plateformes, je pense, incessamment sous peu. Mesdames et messieurs, je sais qu'à nos petits âges, on sait qu'avec le temps, on s'habitue à tout, même à la douleur. Et j'ai tendance à dire que le temps est révélateur et réparateur. Et où en êtes-vous dans vos douleurs et dans vos reconstructions aujourd'hui là? Qui va prendre la parole? Je laisse la parole à Farid. Farid, je t'en prie. Où on en est Alors, sur l'histoire de mon frère est décédé suite à une arrestation policière qui a eu lieu le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. Donc ça fait... en fait, à partir de cette date-là, en réalité, le temps a été bloqué. C'est-à-dire que ce soit dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, en réalité, quelque chose a été bloqué, quelque chose a été cassé. Et donc, on en est à faire notre devoir depuis ce temps-là, à se dire qu'en réalité, on a pris conscience que peu importe ce qui arrive, les gens nous disent souvent ça sert à rien, à quoi bon, où vous allez, tout ça. Et ben, l'important, c'est pas de faire selon la fin, c'est de faire selon des principes. Être fidèle à des principes et peu importe le résultat. Et on en est à cette conclusion-là. Ce qui fait que paradoxalement, en fait, je pourrais vous dire que je souffre, que tout ça, mais j'ai atteint, je pense, une certaine sérénité. J'ai compris que d'une certaine manière, je serai toujours insatisfait par rapport à tout ce qui va arriver. Donc maintenant, je dois faire ce que je fais et puis d'essayer de le faire au mieux. Et puis arrivera ce qu'il arrivera. Tout est. Tu fais partie du collectif Justice pour Ibo. Est-ce que tu peux nous dire, enfin déjà, ce qu'il s'est passé à l'époque et où en êtes-vous aujourd'hui? D'accord. Alors, Ibrahim Abba, qu'on appelle Ibo, en fait, a été tué par la police le 6 octobre 2019 à Villiers-le-Bel. Donc, il était en crosse. Les policiers ont barré sa route, ne lui ont laissé aucune chance et il a dû percuter un poteau. Il est mort sur le coup, en fait. Il y avait des caméras, 3 caméras qui ont filmé forcément la scène que la famille n'a toujours pas pu voir. Il y a
a des témoins. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'enquête parce qu'en fait, toutes les preuves ont été disséminées dès le début. La fourgonnette qui a heurté Ibrahima a continué à rouler comme si de rien n'était les jours qui suivaient. Même le jour de l'accident, la moto a été déplacée. Tout a été enlevé très rapidement avant la venue des experts, tout ça. Les policiers ont simulé un massage cardiaque alors qu'ils savaient très bien qu'il était mort dès le choc, quoi. Donc, ce qui se passe depuis, c'est qu'il y a des témoins qui étaient prêts à témoigner, mais malheureusement, les policiers sont passés dans le quartier, il y a forcément eu des coups de pression, donc il y a des témoins qui sont désistés. D'autres qui restent, ils sont un peu harcelés, menacés par les policiers indirectement. Hein. Ça peut être par des amendes, de l'harcèlement, enfin voilà, tout plein de choses. Ce qui s'est passé, c'est que la famille, là, ça fait plus de 3 ans, ils n'ont quasiment rien. Il n'y a que récemment, en fait, que les 3 policiers impliqués dans le meurtre d'Ibrahima ont été auditionnés. Et ils sont passés, en fait, sous le statut de témoins assistés. Donc, c'est tout ce qu'il y a, même si c'est quand même une victoire parce que c'est souvent rare quand même. L'affaire est souvent classée par un non-lieu directement et puis voilà, ils mettent ça aux oubliettes. Donc, c'est un petit pas, mais on sait que ça ne va pas donner grand-chose. Mais pour la famille, c'est déjà beaucoup et on garde espoir, en fait, que ça... qu'il y ait une justice. La famille veut juste connaître la vérité, ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, ce n'est pas des appels anti-flics, à la haine contre les flics. Ils veulent juste savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, comme énormément de familles, que de toute façon, vous allez entendre autour de la table aussi. Mais les familles veulent savoir ce qui s'est passé et... surtout, ils veulent que la justice soit rendue, en fait. Parce que, c'était pas un accident. C'est pas Ibrahima qui a causé lui-même sa mort. C'est pas vrai. Ils n'ont pas le droit de barrer la route à un véhicule qui arrive. Il y a beaucoup de choses dans l'affaire, en fait, les policiers, par exemple, leurs versions ne se tiennent pas. Donc, on voit déjà une histoire qui est montée pour essayer de protéger au mieux la police. Donc, les caméras, c'est un peu l'histoire la même pour tout le monde. Soit elles ne fonctionnent pas, soit elles sont rotatives, on ne voit pas le choc, énormément de choses qui sont dites dans tellement d'enquêtes. C'est vrai que moi, je parle d'Ibo, mais on peut mettre ça sur toutes les autres violences policières qu'il y a eu sur d'autres victimes, en fait. Donc, pour le moment, on est dans l'attente, mais on espère toujours et on espère que le combat va continuer parce qu'on ne va pas lâcher, en fait. Mahmoud. Moi, c'est Mamad Camara. Je venais d'abord, avant tout, à te remercier pour nous avoir invités sur ce plateau aujourd'hui. Disons-nous les choses. C'est ça la vérité. Moi, je suis devenu militant parce que mon frère a été tué dans la nuit du 16 au 17 janvier par la police d'Épinay-sur-Seine d'une balle dans la tête. L'affaire à mon frère, c'est une affaire qui malheureusement est arrivée bien avant et qui a continué depuis que nos frères sont morts. Et le combat qu'on mène aujourd'hui, en réalité, c'est pour la vérité. Moi, j'attends plus la vérité parce qu'on a réussi à rétablir la vérité. Et malheureusement, la justice en France, nous, dans nos combats, on ne l'aura pas parce qu'on est devant la Cour européenne aujourd'hui. Parce que indirectement, l'État et la justice protègent des criminels. Parce qu'il ne faut pas appeler ça des bavures. Hein. C'est plus des bavures, c'est des meurtres policiers. C'est des assassinats policiers. Et malheureusement, dans tous les combats qu'on mène aujourd'hui, on raconte tous les mêmes choses. Hein. C'est que des non-lieux. Et arrivé à un moment, il va falloir que la France s'assume et que la justice s'assume en réalité. Nous, dans l'affaire à mon frère, c'est pareil. Hein. Ils l'ont tué. Ils l'ont logé une balle dans la tête. Ils l'ont ramené à la rue Boisière, sous X. Alors qu'ils avaient sa carte d'identité, son permis de conduire. Ils avaient tous les éléments pour nous prévenir. Mais ils n'ont pas trouvé étude de nous prévenir. Ils ont appelé... le préfet de Seine-Saint-Denis a appelé le maire de notre ville. Le maire de notre ville a appelé le président d'association de notre mosquée parce qu'on est de culture musulmane. Et ce président-là a appelé un ami à mon frère. Et c'est là que l'ami à mon frère m'a appelé. Moi, ce jour-là, j'avais commencé à 5h du matin, mais j'étais fatigué. Je suis rentré à 11h, je suis parti dormir. Et mon téléphone, il sonne et le frère, parce que c'est pas des potes, hein, c'est des frères, c'est des vrais frères. Je tenais à leur rendre hommage aussi parce que sans eux, il n'y avait pas de combat de Gaï Camara.
Et ils ont dit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Gaël a un problème avec la police. Gaël, faut remettre les choses en place parce que mon petit frère, il n'était pas là déjà quand la chose s'est arrivée. Il y a eu un véhicule qui a été pris à Champs-sur-Marne, mais Gaël n'était pas il n'était pas sur le territoire français, il était en vacances. Donc après, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit c'est impossible. J'ai dit, il ne peut pas être impliqué dans un vote de véhicule parce qu'il n'était pas sur le territoire français, tu vois. Déjà, ça a commencé à... eux, ils ne savaient pas en fait qu'il était en vacances. Donc quand il est arrivé, et voilà, il a déposé son pote à côté du véhicule en question. Nous, on n'est pas... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut chercher à cacher quelque chose. Que peu importe ce qui a pu arriver, ils n'auront pas dû lui ôter la vie. Voilà, la peine de mort, elle a été abolie en 1991, soi-disant, mais elle a été rétablie en 2007 par les hommes politiques et je dirais plutôt par la gauche. Voilà. Et ces mêmes personnes-là, c'est nous, on votait pour eux. Et malheureusement, c'est eux qui ont fait en sorte que mon frère puisse mourir parce qu'ils ont donné le droit de tuer. Après, on a commencé le combat. On est parti à la rue Boisière. On a demandé où il était. Il ne savait pas. On a cherché. Et après, on nous a dit oui, effectivement, il y a un jeune qui est arrivé sous X. On ne sait pas, on ne connaît pas le nom. Après, moi, c'est moi l'aîné de la famille. Je suis l'aîné des garçons, tu vois. Et j'ai dit à mes soeurs, j'ai préservé mes soeurs. Je leur ai dit d'attendre et tout. Moi, je vais aller voir. Je suis parti et tout ça. Et j'ai vu mon frère coucher. Effectivement, il était en réanimation, mais il est arrivé sans vie. Hein. Tout ce qui est arrivé à Ibrahim Abba, c'est la même histoire, en fait. Parce que nous, à Épinay-sur-Seine, il y a des caméras. Ils n'ont pas voulu donner les caméras. Ils n'ont pas voulu les vidéos. On a demandé une reconstitution. Ils n'ont pas voulu faire de reconstitution. Direct non-lieu. 1 an après non-lieu. Notre avocat a posé des actes parce qu'en réalité, dans les déclarations des policiers, déjà même eux-mêmes, ils se contredisaient. Donc, tous les actes que notre avocat a posés, Maître Yassine Bouzrou, ils les ont refusés. Et le combat Gaï Camara, il a commencé comme ça. Hein. Et tu as vu, on s'est battu. Dans notre combat, malheureusement, comme moi je dis, dans la douleur, c'est vrai qu'on a perdu des frères. Hein. Mon père, il n'est pas venu en France pour enterrer son fils, en fait. Et en plus, tué par ceux qui sont censés le protéger. T'as vu ? Et malheureusement, tu as vu, moi je suis issu d'une famille nombreuse, je suis grandi dans un quartier, on sait très bien tout ce qui se passe dans les quartiers et tout ça. On veut toujours mettre la faute sur les jeunes et tout, dire que oui, les violences policières, pourquoi il ne s'est pas arrêté ? Moi, ça me fait rigoler quand on me dit ça. Cédric Chauviat, il s'est arrêté, ils l'ont tué. Voilà. Et pourquoi les jeunes, ils ne s'arrêtent pas aujourd'hui ? Pourquoi nos jeunes, ils ne s'arrêtent pas notre grand-père, notre papa, notre Jean-Pierre, il s'est arrêté, ils l'ont tué. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de la police. C'est une réalité. Pourquoi ? Parce que la police, elle est violente. La police ne respecte plus son code de déontologie. Et l'État et la justice les protègent. Mais pourquoi l'État et la justice les protègent ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi entre le peuple et les hommes politiques ? C'est la police, c'est une réalité. Ils ont ce qu'on appelle un statut régalien. Voilà. Vous venez d'arriver. Bonsoir, désolé du retard, on sort du boulot. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Merci. C'est normal. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de... Enfin, voilà, vous avez participé à ce documentaire de Inès Belkacem. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on est la famille de Claude Jean-Pierre. Moi, je suis plus particulièrement sa fille, Fatia. Donc, mon père était âgé de 67 ans. Il a été extirpé de son véhicule par 2 gendarmes. Et donc, ce contrôle a eu lieu le 20 novembre 2021. Il a été filmé par la vidéosurveillance de la ville de Déhay, en Guadeloupe, parce qu'on vient de la Guadeloupe et tout s'est passé là-bas. Donc, ce 21 novembre, mon papa rentrait tranquillement chez lui. Il a été arrêté par 2 gendarmes pour un simple contrôle de routine, donc visant à contrôler ses papiers d'identité, les papiers du véhicule, etc. Donc, il obtempère, il se gare. Donc le contrôle commence sans problème. Mon papa, quelqu'un de toujours très joyeux, très jovial, très familier, est à bord de sa voiture, la portière ouverte, une jambe au sol, en train de discuter avec les gendarmes, en toute familiarité, puisque chez nous, avec le soleil, on est toujours plus gai, on a toujours un contact différent qu'ici, sous la grisaille. Donc aucun problème à signaler, aucune animosité visible sur la vidéo, le contrôle se passe bien. On a l'un des gendarmes qui discute avec mon père, le deuxième qui fait le tour du véhicule, qui récupère les clés du véhicule, ça c'est une chose importante. Donc, on voit qu'à un moment dans cette vidéo, il y a une deuxième patrouille de gendarmerie qui passe, qui s'arrête quelques secondes et qui repart. Et au bout de même pas 2 minutes, on a les 2 gendarmes qui s'y prennent à 2 pour extirper mon père du véhicule. Et là, il le tire par les bras. Sa tête
heurte le montant de la portière et il s'effondre. Ça, ce sont des images qui sont visibles sur la vidéosurveillance. Il arrive au CHU de Pointe-à-Pitre. Au CHU, on lui décèle 2 vertèbres cassées, une compression de la moelle épinière et un état de tétraplégie. Il faut savoir que quand on a eu les premières nouvelles de par le service médical, ils nous ont alertés sur la gravité des blessures. Ils nous ont demandé d'essayer de voir si on pouvait récolter des témoignages, si on avait en fait la moindre information leur permettant de lui prodiguer les meilleurs soins. Parce que pour eux, il était impossible de se faire de telles blessures en tombant. Pourquoi je dis en tombant ? C'est parce que c'est la version qui a été donnée par les gendarmes. Un membre de la famille a eu les gendarmes. Ils lui ont dit que mon père était assis à bord de son véhicule. Ils lui ont demandé de descendre. Il a obtempéré. Il s'est levé, sorti de son véhicule et il s'est effondré. Voilà l'information qu'on nous a donnée. Sauf que, en voyant les vidéos, on se rend bien compte que ce qui s'est passé ne correspond pas du tout à la première version qui nous a été donnée par ces 2 gendarmes. Donc on voit bien qu'ils l'extirpent du véhicule, ils le laissent au sol pour mort, ils prennent énormément de temps à appeler les secours. On sait que le brigadier qui a mené donc, ce contrôle a passé un premier coup de téléphone avant d'appeler les secours. Et au final, on se rend compte que c'est beaucoup de temps perdu qui aurait peut-être pu lui sauver la vie. Et c'est aussi un traitement inhumain à la sortie du véhicule, parce que mon père est laissé au sol de longues minutes, à agoniser certainement, puisque en Guadeloupe, il fait très chaud, 14 heures, à peu près 30 degrés, sur le bitume. C'est un traitement complètement inhumain. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. On ne peut pas faire ça à un homme de 67 ans qui ne présentait aucune agressivité, quand bien même il le présentait, quand bien même il était alcoolisé, qu'il était violent ou quoi que ce soit. C'est des personnes... Les gendarmes sont des militaires qui suivent des formations. C'est des personnes avec lesquelles on est censé être en sécurité. Sauf que là, il n'en est rien. Donc aujourd'hui, Christophe et moi-même et tout le reste de la famille Jean-Pierre, on mène un combat pour la justice. Au début, on a commencé notre combat en clamant et fort justice et vérité. La vérité, on l'a aujourd'hui, puisqu'on a ces vidéos. On se bat aujourd'hui pour la justice. On a un rebondissement dans notre dossier dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est intervenu il y a à peu près une dizaine de jours. Et là, on est sur des choses importantes. On est sur un tournant de l'affaire de mon papa, mais aussi un tournant sur l'histoire de la Guadeloupe. En parlant d'histoire de la Guadeloupe, ton conjoint Christophe, c'est que la dernière fois on évoquait, lors d'une projection débat, il était évoqué mai 67 aux Antilles. Et on se rend compte que tout est en lien en fait. C'est-à-dire cette histoire cette malheureuse histoire que vous avez vécue et le rapport qu'il y a entre la population et la police aux Antilles, c'est un rapport conflictuel depuis. Oui, bonsoir. Effectivement, c'est un rapport conflictuel, mais j'ai envie de te dire qui date depuis l'époque de l'esclavage. Depuis l'époque de l'esclavage, quand on a un Premier ministre qui nous dit que c'est la République qui a aboli l'esclavage, on a envie de lui dire, mais quel était le rôle des nègres marrons, en fait, compte. Et tout ça, en fait, c'est plein de crachats qu'on se prend tout le temps au visage, sur notre histoire. Les violences policières en Guadeloupe, elles ont commencé en 1910. Avec les syndicalistes tués, 1910, 1925, 1930, massacre de la Saint-Valentin, 14 février 52, mai 67, plus de 90 morts, avec des morts jetées dans la mer. Ça continue ensuite avec l'histoire d'un jeune qui s'appelle Charles-Henri Salin. Entre-temps, il y en a eu d'autres, hein. Mais les plus marquantes, par exemple, pourquoi je parle de Charles-Henri Salin ? Puisqu'en fait, ça avait provoqué de grosses émeutes en Guadeloupe à l'époque. Et du coup, forcé qu'il y a eu un procès. Et le gendarme qui avait tiré 3 balles dans la poitrine de jeunes de 17 ans qui sortait du cinéma et qui rentrait chez lui a été jugé coupable, mais acquitté. Donc ça se passe en République française et en Guadeloupe, dans des territoires dits français, mais pour lesquels on a un traitement qui est clairement colonial. N'ayons pas peur des mots. Donc ça continue ensuite avec un autre jeune d'une 40aine d'années qui s'appelle Didier Assor, qui est pris de crise de folie. Ses parents paniqués appellent pour avoir de l'aide. On leur envoie les gendarmes.
Et il finira avec 8 balles dans le corps. Ensuite, on arrive à 2020, Claude Jean-Pierre, retraité, 67 ans. 67 ans. Monsieur sans antécédents. Et même s'il avait des antécédents, comme disait Fatia, le rôle de la police, c'est des policiers et des gendarmes, c'est que quand ils sont face à des situations de délit, c'est de présenter à la justice. Et c'est la justice qui juge. Donc, c'est pas normal qu'on se retrouve avec des morts sur les mains. Trop de morts, trop de sang. Derrière tous ces morts, derrière tout ce sang, il y a des familles, il y a des amis, il y a des enfants. Et c'est ce qui nous réunit malheureusement aujourd'hui. Et c'est des choses qui sont jamais prises en considération. Et c'est des choses contre lesquelles on se bat tous ici autour de la table. Et donc c'est encore plus compliqué quand on est issu de l'immigration, quand on est issu des quartiers populaires, et encore pire quand on vient de la Guadeloupe, de la Martinique et de ces départements où on connaît des problématiques incroyables. Vous imaginez par exemple n'importe quel département sur le sol hexagonal, une école qui n'a pas d'eau, ça fait la une des journaux. C'est clair. En Guadeloupe, ça se passe, il y a des enfants qui ratent près de mois d'école parce qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets. Donc on en est là. Et tout ça dans le plus grand des silences, quand on voit le traitement médiatique de certaines affaires et le traitement médiatique de d'autres, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il y a un problème. Hein. Et Inès Belkacem, comment vous êtes-elle approchée chacun? Farid, comment t'as-t-elle approché? Parce que je sais que vous avez dû être approché par différents médias, et dont des médias qui n'étaient pas forcément bienveillants, étaient dans une volonté de sensationnel, de sensas, comme on dit. Et du coup, pourquoi avoir accepté faire ce documentaire avec Street Press, Farid? Nous, de notre côté, en fait, on avait déjà été en contact dans le passé. Ils avaient déjà fait un sujet, donc on connaissait un petit peu leur travail. Et puis aussi, avec des amis qui ont été victimes de violences policières, je les avais réorientés avec Street Press, et eux, ils ont fait un travail d'investigation, un travail sérieux, et j'avais particulièrement apprécié. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont, à un moment donné, ils étaient là quand il n'y avait personne. Quand il n'y avait personne, ils ont regardé. Ils n'ont pas attendu, comme font beaucoup de médias, de se dire bon, ils en parlent sur TF1, je vais en parler, ou ils en parlent là-dessus, je vais en parler. Ils se sont dit personne n'en parle, bah justement, nous, on va regarder. Et voilà, moi, tous ces journalistes-là, c'est vrai qu'on critique beaucoup les journalistes, mais tous ces journalistes-là, j'ai beaucoup de respect pour eux, le travail qu'ils font dans la durée, et donc on pouvait pas refuser, on savait pertinemment. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disaient on va venir à Clermont, parce que là on est à Paris. En fait, il y a un effet souvent, on regarde tout souvent à Paris. Là, ils se sont dit on va aller à Clermont. Et il fait froid, c'est les montagnes, c'est tout ça, c'est beau, hein. Mais c'est beau sur tout ça, mais les gens n'ont pas envie forcément de se déplacer. Ils se sont déplacés, ils ont fait cet effort-là. Et moi, dans le documentaire, on ne me voit pas. Et je trouvais ça encore mieux, parce que c'est pas mon combat à moi. Je sais que c'est le combat des familles aujourd'hui, mais ça devrait pas être le combat des familles. C'est le combat qu'il faut avoir, en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais et donc en fait, c'est ce que je trouve bien dans le film, c'est finalement c'est pas le combat de Farid. C'est pas moi c'est pas moi. En fait, beaucoup de personnes parfois il y a des gens, ils m'appellent Wissam. Les gens ils m'appellent. Non, c'est voilà, c'est pas tout ça. Donc forcément par la force des choses, on pouvait qu'accepter ce travail-là. Mamad, pourquoi avoir accepté? Moi, Taïe, je pense que tu connais, toi, depuis le début. Hein, toi, t'es là depuis le début du combat. Et c'était pour ça aussi. Moi, Inès aussi, c'est pareil, c'est depuis le début du combat. Moi, j'ai connu Street Press par rapport à Samir Bellouj. Tu vois. Et rendre hommage aussi à ces personnes-là aussi, il ne faut pas oublier. Moi, dans mon combat, en fait, quand on a commencé, c'était Assa Traoré, Almami Kanouté et Samir Bellouj qui nous ont orientés, tu vois. Ouais, le comité Adama. Du comité Adama et tout ça. Après, tout le monde a suivi. Là, on a la grande sœur qui est à côté de nous. C'est la valeur sûre aussi. Faut pas oublier ça. Tu vois, en fait, moi, je dirais malheureusement, tu as vu, dans nos combats, on suit les traces de nos grands frères. Tu as vu, toi, ce que tu mènes aujourd'hui,
Comme toi, moi, tu sais, tu connais ma position par rapport aux médias, de toute façon, tu as vu ça, Oui, je la connais, oui. Je la connais très très bien. Moi, je vais pratiquement que sur des médias intègres. Je dis clairement, tout ce qui est médias mainstream et toi, ça m'intéresse pas. T'as vu. Les médias qui sont financés par la France-Afrique et tout ça, moi, j'irai pas. T'as vu, parce que j'ai des valeurs et je connais mon histoire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est important que dans nos combats, tous les combats qu'on a menés, moi, le combat, je l'ai pas mené parce que j'avais envie de le mener, en fait. T'as vu, mon frère, il a été tué. J'aurais aimé être à sa place parce que moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. T'as vu, j'ai fait des conneries. T'as vu, parce que j'ai 38 ans. Et j'en suis pas fier, t'as vu. C'est pour ça que j'essaie de faire passer un message à nos jeunes de quartier. Mais nos combats, en fait, c'est des combats qui nous sont tombés dessus. Toi, tu es devenu un militant parce que tu l'as dans l'âme, en fait, tu vois. Les mecs comme Mami Kanouté et Samir et tout, nous, on a perdu des proches pour être des militants, tu vois. Moi, j'étais un militant sur autre chose parce que je voulais voir nos jeunes s'émanciper. De toute façon, tu connais l'histoire du quartier, ils t'ont dit, qu'est-ce que tu vois. Et donc, tu as vu, moi, je suis issu d'un quartier, je suis issu d'une banlieue. Et j'ai toujours encouragé nos jeunes à ne pas commettre les mêmes erreurs que nous, tu vois. Et mon petit frère, malheureusement, lui, c'était l'enfant qui faisait tout à la maison, tu as vu. Et malheureusement, c'est tombé sur lui. Tu vois. Et quand il est mort, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que mon père, il a dit, cet enfant m'a jamais causé de tort. Putain, je me suis regardé dans une glace, j'ai dit, waouh. Il avait que seulement 26 ans. Et moi, ce que j'ai fait à mes parents, je te dis, si je te raconte, je vais te dire non. Tu vois. Et malheureusement, c'est le destin. Il faut l'accepter, qu'il soit bon ou mauvais. Mais à travers nos combats, en fait, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut apporter de positif, en fait. Parce que certes, derrière la douleur d'un proche, c'est irréparable. Quand tu vas penser à lui, quand il y aura des événements de famille, des fêtes de famille, tu vas penser, tu vas pleurer, c'est sûr. Vous savez, les gens, ils disent, ouais, tu pleures pas. Moi, les gens, ils me disent, ouais, moi, je pleure en cachette, les gars. Vous savez, des fois, je suis tout seul dans ma voiture, je pense, que je verse une larme, ça. Il faut dégager, on est des humains, tu vois. Mais comme Farid, il a dit, les combats, ça devrait pas être les combats des familles, en fait. Parce que on vit en France, cette si belle France, comme Thomas Sankara disait, mais ils l'ont tachée. Tu vois. Et ils nous insultent à longueur de journée. Ils veulent mettre la faute sur nos parents. Et moi, ça, je ne l'accepterai jamais. Tu vois. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je prends la parole, je dis à nos jeunes, intéressez-vous à l'histoire des parents. Et c'est des guerriers, nos parents. T'as vu. Et normalement, nous, on n'a pas droit à l'erreur. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il est important de rendre hommage à nos parents, de rendre hommage à tous ces médias indépendants qui font un travail de fond. Un travail de fond et un travail professionnel. Parce qu'ils ne prennent pas position pour les familles ni pour la police. C'est des médias intègres. Et Street Press, bah voilà, c'est un média intègre. Il ne faut pas aussi oublier que ça a été financé par France Télé Flash. Et ça a fait du bruit, tu vois. Et les fachos, ils sont réveillés. Ils disent, ouais, pourquoi on donne la parole à ces gens-là? Parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça. Moi, à chaque fois, je te disais, refrais, nos médias, en fait, ça leur fait du tort. Parce qu'aujourd'hui, avant, on ne parlait pas. Avant, on gardait tout sur nous. Comme si c'était normal. Moi, j'ai été victime d'une violence policière, on m'a tiré dessus en 2005. Clash et sans suite, j'ai laissé. Mais tu penses que si j'aurais su qu'en 2018, mon frère serait mort, j'aurais laissé ce combat, je ne l'aurais pas lâché. Mais malheureusement, il fallait que mon frère soit tué pour que je comprenne que si on ne se lève pas, déjà, nous, on subit, nos parents ont subi, nous, on subit, nos parents, ils subissent encore. Sans oublier, le papa, c'est un retraité, Claude Jean-Pierre. Et Claude Jean-Pierre, c'est pas le premier aussi. Hein. Il y avait Ali Ziri. Hein. Et ça, c'est l'histoire de la France, t'as vu? Elle a été sanguinaire. Et ça continue. Et ça, il faut le dire, t'as vu? Moi, je pousse pas les jeunes à affronter la police. Parce qu'on a vu comment, déjà, la justice, elle est corrompue. Faut le dire, faut pas avoir peur de le dire. Hein. Moi, demain, si on me met les menottes parce que la justice, elle est corrompue, ça. Moi, je suis prêt à aller en prison, t'as vu? J'ai jamais connu la prison, Dieu merci. Mais pour le combat de mon frère, comme je dis, c'est le combat d'une vie. Et les sacrifices, ils sont énormes. Hein. T'as vu, moi, comme je le dis haut et fort, les gens, moi, je suis travailleur indépendant, j'ai tout perdu. Tout. 3 ans et demi de combat, je payais juste mon loyer, je survivais. Tu vois, mais il fallait, dans une famille, en fait, il y aura toujours une personne qui va se sacrifier. Moi, j'ai protégé les miens. Mes soeurs, mes petits frères et tout ça, je leur ai dit, tout ce qui est côté judiciaire, c'est ma soeur qui s'occupait de ça. Et tout ce qui est côté militantisme, aller soutenir des familles et tout ça, moi, le collectif, les gens du collectif, Landry, sans oublier le petit refrain Landry. Et beaucoup de gens, t'as vu, mais c'est lui vraiment le porte-parole quand je suis pas là, c'est lui vraiment qui va dans les événements et tout aujourd'hui. Et dans un combat, en réalité, hein, je ne veux pas en mentir, s'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de combat. Voilà. Et c'est ça la réalité.
C'est Fatia, Christophe. Je vais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, s'il n'y a pas en fait, de soutien, il n'y a pas de combat. En fait, nous, le combat, on l'a commencé en Guadeloupe, notre berceau. Et en fait, les Guadeloupéens ont cette faculté de toujours en fait, être solidaires, de toujours aller à l'encontre des règles qu'on nous fixe. On est comme ça. Et en fait, on a lancé en fait, cet appel tout simplement avec un message audio qu'on a posté sur les réseaux. Et en fait, on a tout de suite eu ce soutien hyper important pour nous. On a eu un collectif qui s'est formé. Il est composé aujourd'hui d'une quinzaine d'organisations syndicales et culturelles. Et aujourd'hui, en fait, avec le non-lieu que requiert le procureur de la République, Xavier Sicot, dans l'affaire de mon papa, où on voit très bien qu'il a été violenté par les 2 gendarmes, on a en fait un deuxième en fait, souffle de soutien, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce que là, vraiment, on se rend compte que le soutien dépasse les frontières, il dépasse en fait les classes sociales, et en fait, tous les partis politiques se rallient à la cause pour que vraiment on ne fasse qu'un face à cette grosse machine judiciaire. Donc le soutien, c'est vraiment la base du combat. Il faut aussi de la volonté, il faut aussi beaucoup de choses en plus de tout ça, mais le soutien, c'est quand même une chose importante. On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Je sais que ça passe très vite. Mais je sais qu'il y a 5-6 ans, ce combat contre les violences policières était très prenant pour beaucoup. C'est-à-dire, voilà, on a vécu à ce rythme-là. Il y a l'actualité, il y a l'actualité heureuse des quartiers et l'actualité malheureuse des quartiers populaires et autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis 2020, il y a une espèce de retombée. Tu vois, j'ai l'impression que peut-être que le Covid aussi est passé par là, sûrement. Ça a freiné, même les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, à un moment donné, se sont même alliés aussi avec ce combat contre les violences policières. On s'est alliés à eux. Voilà, vous êtes alliés à eux, comme tu dis. Et voilà, ces 5-6 ans, toi qui as beaucoup vécu à tout cet ensemble de combats, quel regard tu as sur ces 5-6 ans et sur cette retombée aujourd'hui ne serait-ce que même de ce combat contre les violences policières? On sent que là, il y a quelque chose qui est retombé là. C'est un peu triste à dire, mais en fait, on a l'impression qu'une chose, plus elle se répète, plus ça devient anodin. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'au fait, autant dans les débuts du combat, ces familles, tous les militants ont essayé d'ouvrir un peu les yeux de tout le monde. Donc, c'était un peu le choc. Alors, c'est des choses qui arrivent depuis longtemps. Hein. Ça fait quelques années que les familles, elles se montrent médiatiquement. Mais les violences et les crimes policiers, en fait, c'est depuis les années 60. Hein. C'est depuis... et parce que c'était pas médiatisé, c'était caché. Les familles n'avaient pas forcément le moyen, le pouvoir de se rebeller. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était très, très dur. Moi, je pense que les violences policières connues à ce jour, ça ne représente même pas 5% de toutes les violences policières, les crimes policiers. Donc, voilà. Donc, il y a eu une période, il y a eu le collectif Adama qui a fait énormément de bruit, qui a fait un grand travail. Il y a eu d'autres collectifs... et surtout des victimes, en fait, il y en a eu pas mal de découverts, comme je dis, parce que pour moi, il y en a beaucoup qui sont cachés, hein, je le répète. Mais il y a eu un petit engouement, c'était un peu la tendance. Il y a eu George Floyd aussi qui a mis un peu ces images-là qui ont choqué. Alors que George Floyd, c'est quand même bizarre qu'en France, ça a choqué énormément de monde quand on se dit qu'il y a la famille de Lamine Dieng, Lamine a été tué de la même manière, qui essayait de secouer un peu tout le monde, c'était pas entendu. Donc il y a eu un petit rebondissement là-dessus, ça a un peu fait parler dans les médias et tout, mais après ça s'estompe trop vite parce qu'en fait à force d'avoir des non-lieux, les familles criminalisées, en fait ils jouent sur l'opinion publique. Ils arrivent à toujours faire passer la victime pour un délinquant, même dans nos quartiers populaires. Moi, j'ai des personnes qui vont me dire « Ouais, mais t'as vu, apparemment, sa moto a été volée, même si elle n'était pas volée, ou si elle a été volée, est-ce que c'est une raison de tuer ?» Mais même dans les quartiers populaires, en fait, il y a une manière de jeter ça un peu dans les oubliettes, au fait, volontairement, en fait. Et les jeunes, en fait, autant ils vont se sentir concernés, autant ils ne vont pas agir, parce qu'on dirait qu'ils ne savent pas vraiment comment faire, et ils sont surtout découragés. Moi, je parle des jeunes, par exemple, dans ma ville, qui vont dire qu'ils subissent tous les jours des violences policières. Les violences policières, c'est pas que des morts. C'est tous les jours dans les commissariats, dans la rue, il y a des viols, il y a des harcèlements, il y a énormément de choses.
Tout ça, c'est pas dénoncé. Et quand on demande aux gens pourquoi tu portes pas plainte, pourquoi tu dénonces pas, regarde, ils ont tué Ibo, il n'y a rien eu, tu crois que moi, ils vont faire quoi? Donc automatiquement, il y a une manière, c'est les médias aussi, mais l'impunité, ça calme les gens pour eux, et ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, en fait, c'est ce qu'ils veulent. L'impunité, en fait, on se dit, soit ça décourage, soit ça rentre dans l'oubli, en fait. On fait tout pour effacer. Et ceux qui font du bruit, certes, ça les dérange, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément d'accalmie, mais ils font tout. En fait, c'est comme s'ils nous mettaient des coups de seringue pour nous endormir, en fait. Et c'est ça qui est dangereux. Un mort, ça ne doit pas être anodin. Avant, un quartier soulevé pour un mort. Maintenant, on a tellement, parce qu'ils pensent qu'il y en a tellement, parce que ça se médiatise plus. 2 jours, il y a de l'émotion, et 3e jour, c'est fini, en fait. Et ça, c'est pas bon. Pour finir, car là, on arrive vraiment à la fin. Tu parlais du collectif Vivolé. Fatou Dieng, par rapport à leur frère Lamine Dieng. On sait qu'après 13 ans de procédure, le gouvernement français a versé 145 000 € aux proches de Lamine Dieng, mort en 2007 dans un fourgon de police à Paris. Chers messieurs et mesdames, nous referons une autre partie où nous exprimerons un peu plus. Mais en tout cas, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous.